Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes en direct, c'est Défense. On va parler de l'actualité. L'actualité, c'est cette opération élargie de l'armée israélienne à Jenin. Avec nous, pour commencer, Shani Guidalia, racontez-nous d'abord les détails de cette opération. Cette opération qui se poursuit encore aujourd'hui. Rien qu'aujourd'hui, il y a au moins 10 terroristes qui ont été éliminés dans des frappes aériennes, des dizaines d'autres qui ont été blessés et beaucoup d'explosifs qui étaient placés sur les routes, des explosifs qui ont été détruits. Il faut savoir que ces routes, c'était celles où Tsahal était censé opérer. Donc l'opération avance. Cette opération, on le rappelle, elle a deux objectifs. Le premier, c'est de détecter et détruire les laboratoires d'explosifs et les sites de production d'armements lourds. Deuxième objectif, c'est de neutraliser ce qu'on appelle les bombes à retardement. Et avec cette opération, Israël veut tirer les leçons de ses erreurs passées et passer, on va dire, du passif, être passif à ce qui se passe sur le terrain, à l'action. Qui participe maintenant, Mathias? C'est tout d'abord les forces spéciales, le Shin Bet, le génie militaire et également la police des frontières. Un petit rappel, cette opération, elle a débuté hier avec une frappe de drone, puis un hélicoptère. Ensuite, les forces sont entrées sur le terrain et l'opération doit se poursuivre dans les prochains jours. L'armée a précisé que cette opération durera le temps qu'il faut. Et Mathias, l'accent est mis sur Jenin, mais évidemment, Tsahal opère sous forme de raid dans d'autres régions de Judée-Samarie, avec peut-être l'accent sur Tulkarem et peut-être Naplouse. Pourquoi maintenant ? Eh bien, on sait que l'autorité palestinienne opérait depuis le mois de décembre à Jenin, mais la décision elle a été prise de mener cette opération d'envergure vendredi soir. Le moment choisi, c'est pas une coïncidence. On sait que l'armée, elle planifie depuis un certain temps une opération d'envergure à Jenin, puisque selon l'appareil sécuritaire israélien, eh bien, les objectifs de cette opération menée par l'autorité palestinienne n'ont pas été atteints. Et on sait que derrière les menaces du Hamas et du djihad islamique, il y a toujours la même personne, l'Iran. Merci Shani et Guidalia. Alors je vous pose la question. J'adore quand vous êtes là. Amidassa, merci. Je préfère que vous soyez là plutôt que par ordinateur interposé. Amidassa, ancien cadre du Shabak, est-ce que on est passé donc en hébreu, on dit de la achala à la bitsoura, c'est-à-dire du passif à l'actif? Je peux déjà vous dire que je suis très satisfait du fait que l'armée ait passé une étape. Et c'est l'étape de l'initiative à laquelle on est arrivé. Je peux vous dire que je ne suis pas satisfait que nous soyons encore dans cette conception de l'autorité palestinienne. Nous avons quand même attendu que l'autorité palestinienne mette de l'ordre auprès des organisations terroristes à Jenin et on attend qu'elle mette de l'ordre ailleurs où elle est censée contrôler la situation dans les centres de ville et les camps de réfugiés. Et ça, c'est un problème conceptuel de premier ordre qu'il va falloir régler. Et c'est le prétexte aujourd'hui de dire que l'autorité palestinienne n'étant pas capable de le faire, c'est nous qui faisons le travail. Mais Tsahal n'avait pas besoin d'attendre. L'autorité palestinienne aurait dû prendre l'initiative sans aucun rapport avec l'autorité palestinienne. C'est intéressant ce que vous dites, parce que l'autorité palestinienne, aujourd'hui, elle a été citée pour le Gaza de demain, d'après-guerre, qui pourrait gérer le contrôle de Rafah. Le Shabak dit, c'est pas nous, c'est l'échelon politique. L'échelon politique dit, on verra. Vous dites quoi ? Encore une fois, ce que nous voyons, c'est exactement cette conception qu'on a eue avant le 7 octobre. Ceux qui négocient face à l'Égypte, c'est Ronen Bar, le chef du Shin Bet, et le chef du Mossad, Dani Barnea. Ces deux personnes vivent dans cette même conception que l'autorité palestinienne sera le partenaire de notre point de vue, peut-être même pour un État aux côtés d'Israël. Bien sûr, quelque chose qui est inconcevable après le 7 octobre. Et donc tout cela, les négociations avec les Égyptiens qui donneront la possibilité à l'autorité palestinienne d'être ceux qui seront responsables du passage de Rafah, découlent de cette conception que j'évoque, à savoir donner à l'autorité palestinienne une entrée quelle qu'elle soit, ou l'idée d'un contrôle ou d'une administration telle ou autre en Judée-Samarie, sûrement pas à Gaza. Et on connaît l'opinion de l'autorité palestinienne et l'encouragement du terrorisme même parmi les Arabes israéliens. L'homme du Shabak que vous êtes, ces images de libération des désormais ex-otages, ça vous a inspiré quoi? Le Hamas joue avec les nerfs d'Israël, le Hamas joue avec l'image, ou le Hamas est vraiment en train de se reconstruire?
D'abord, la réponse définitive du point de vue de votre question est non. Le Hamas est le même Hamas. C'est un organisme terroriste qui veut liquider l'État d'Israël. Et si je retourne en arrière, le Hamas veut survivre. Et pour survivre, il doit faire durer pour arriver à un cessez-le-feu. Il veut qu'il y ait un cessez-le-feu et ce cessez-le-feu doit se poursuivre tant que faire se peut. C'est là son objectif. Et nous parlons de 94 otages qu'il faut libérer. Eh bien, si nous faisons le calcul de 3 otages par semaine, eh bien, vous comprendrez rapidement que ce cessez-le-feu n'est pas un simple cessez-le-feu, mais l'arrêt de la guerre. Et donc le Hamas l'emporte avec son idée qui est d'arrêter la guerre, de l'emporter, de vaincre Tzahal du point de vue des consciences et de l'image. Et c'est ça qui est important au Proche-Orient, c'est l'image. Et donc, si votre question commençait par est-ce que le Hamas se considère comme vainqueur, eh bien, je pense que oui, le Hamas, en fin de compte, c'est là son objectif. Se jouer de nous, jouer avec nos sentiments, exploiter le fait que l'État d'Israël continue à se battre par les sentiments et non pas par la réflexion. Et c'est quelque chose que nous devons bien comprendre. Nous, comme humanistes, comme peuple qui est un peuple qui aspire à la paix et à la vie, nous serons toujours sous le joug du terrorisme du Hamas et c'est eux qui l'emporteront. Donc ça veut dire qu'il faut changer de conception. S'il faut changer de conception, le chef d'état-major est en train de la changer, de dire au revoir, je passe mon tour, visiblement j'ai failli à ma mission. Qu'en est-il de Ronen Bar, le chef du Shabak, qui est aussi responsable que Herzi Halevi à l'époque? Oui, nous comprenons que la conception n'est pas seulement ce qui a porté atteinte à la gestion de l'armée en vue du 7 octobre, et je parle de ce qui s'est passé avant le 7 octobre et comment l'armée s'est préparée au niveau conceptuel à une guerre face au Hamas. Mais aussi le Shabak a un rôle tout à fait central dans ce domaine. Et donc, comme vous posez la question, est-ce que le chef d'état-major a pris la responsabilité sur ses épaules? Je pense que Ronen Bar, chef du Shabak, a déjà dit depuis longtemps qu'il prenait ses responsabilités à ce propos du 7 octobre. Et je pense que même davantage, nous devons nous souvenir qu'il ne s'agit pas seulement de prendre la responsabilité sur le 7 octobre, mais de la conception qui a régné jusqu'au 7 octobre. Et si on ne change pas de conception, ça continuera à nous tromper, par exemple avec l'idée de l'action de l'autorité palestinienne à Rafah. Je ne peux pas conclure cet entretien sans vous poser la question, est-ce que, oui ou non, le Shabak a failli dans sa mission hier en laissant passer un terroriste américain d'origine marocaine? Encore une fois, quand notre conception des choses va sur la base du libéralisme international, mondial, occidental, cela ne convient pas au Proche-Orient. Et donc, si vous me posez la question du point de vue légal, le Shabak n'a pas commis d'erreur, il a respecté la loi et a fait ce que la loi lui permet de faire, à savoir recommander l'entrée ou pas de cette personne. Mais dans un État démocratique qui doit se défendre du terrorisme au Proche-Orient, il faut qu'il y ait d'autres lois qui permettent au Shabak, en temps donné, de prendre des décisions disant ça n'est pas possible de laisser entrer, même si c'est en opposition à la loi libérale internationale générale qui ne convient pas au Proche-Orient. Merci beaucoup, Amit Assa, d'avoir été avec nous. En attendant, plus de 2000 terroristes armés aujourd'hui en Judée-Samarie. C'est exactement le nombre de terroristes ou d'hommes armés, comme on les appelle, qui composeraient tous ces bataillons. On les appelle les bataillons de Jenin, de Naplouse et autres. Regardez ce sujet, on en parle juste après. Après les nombreuses opérations antiterroristes menées en Judée-Samarie, combien reste-t-il de terroristes armés? Selon plusieurs sources, ce nombre serait bien inférieur aux estimations. En effet, il y aurait dans la région 2000 à 3000 terroristes armés uniquement. Entre 300 et 400 terroristes à Jenin, avant l'opération d'envergure lancée ce mardi par Tzahal, un nombre similaire à Toubas et Tulkarem et dans d'autres villages du nord de la Samarie.
Plus au sud, la région de Ramallah, Siloua jusqu'à Hebron, plusieurs bastions terroristes sont enregistrés, là encore avec seulement quelques centaines de terroristes armés. Un nombre considéré comme minime, puisqu'environ 3 millions de Palestiniens vivent dans cette région. La proportion d'hommes armés représenterait donc 0,01% de ces Palestiniens. Pourtant, le ratio des attentats perpétrés par des terroristes provenant de ces territoires est plus important. Sur les 75 attentats menés en Israël en 2024, 54 l'ont été par des terroristes en provenance de Judée-Samarie. Certains avaient été libérés lors de l'accord d'otages de novembre 2023. Ces terroristes ne font pas partie proprement dit de l'autorité palestinienne, mais de plusieurs autres factions. Le Hamas, le djihad islamique et les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah. Maurice Hirsch, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien membre du parquet militaire, notamment au cours de la deuxième intifada. J'aimerais vous poser la question, finalement, à quoi ça vous a servi de les envoyer en prison, ces terroristes, si au final, ils vont en sortir? Excellente question, s'il en fut. Malheureusement, nous avons transformé la prison en un instrument qui n'a aucune efficacité. Les terroristes savent qu'ils vont être libérés et donc ils n'ont pas peur de tuer en sachant qu'à un moment donné ou à un autre, l'État d'Israël leur permettra de sortir de prison dans un accord quel qu'il soit. Les Palestiniens font la fête avec 43 cas où Israël a libéré des terroristes, y compris des dizaines, voire des milliers d'assassins. La vraie question, Maurice Hirsch, là je parle à l'analyste, mais aussi à l'homme, au juriste. Est-ce qu'il finalement la loi d'encadrement de ces terroristes est bonne, toujours en 2025? Dans certains cas, la loi correspond et convient, mais je proposerai, comme je l'ai dit depuis de longues années déjà, d'ajouter l'élément de la peine de mort pour que les terroristes assassins ne puissent pas rester en vie et ne puissent pas être monnaie d'échange pour pouvoir enlever des civils et des soldats israéliens et se servir d'eux. La loi permet la peine de mort et c'est comme ça qu'on aurait dû agir. Malheureusement, nous nous laissons entraîner dans une situation où les prisons sont bondées d'assassins terroristes et les organisations terroristes veulent les libérer. Donc la loi pourrait être adaptée, mais il faut utiliser la loi dans son ensemble. La loi et l'interprétation de la loi. C'est-à-dire que finalement, le Hamas joue et gagne en popularité grâce à la libération des terroristes. Et aussi appelle les futurs candidats à mourir ce qu'ils appellent en martyrs. Donc c'est le chat qui se mord la queue, finalement. Tout à fait, absolument, à 100%, 1000% même. Et une organisation terroriste meurtrière qui est prête à commettre un génocide, comme on l'a vu le 7 octobre, la loi n'est pas vraiment adaptée pour dissuader, sauf si vraiment on s'assure que la loi est appliquée jusqu'au bout. Et cela, nous devons le rappeler pour l'avenir et appliquer cela bien mieux, de manière bien plus agressive et bien plus ferme dans le cadre de la loi qui est existante déjà. À l'instant, Shani Guidalia disait qu'il y avait 2000 aujourd'hui terroristes en Judée-Samarie. C'est de ça dont on parle à bombe à retardement? C'est-à-dire qu'en Gaza, il y en avait 40, 60 000. Là, on parle de 2000 hommes armés. C'est ça qui empêche les Israéliens de vivre en liberté et en sécurité? En Judée et Samarie, il y a bien davantage. Il y a environ 45 à 50 000 terroristes armés. Une partie servent dans les rangs des organisations de sécurité de l'autorité palestinienne, d'autres dans le djihad islamique, le Hamas, le Front populaire. Et donc nous devons traiter le mal à la racine et faire le nécessaire pour ne pas arriver à cette situation encore une fois. Vous dites 40 000, on cite 2 000. Il y a un énorme fossé entre les chiffres.
En effet, cela découle probablement du fait que toutes les organisations terroristes conjointement donnent une dimension bien plus importante. Le chiffre le plus exact, c'est le nombre d'armements qui circulent. Le nombre de meurtriers potentiels, je pense, est un peu inférieur. Je ne peux pas conclure cette interview sans vous demander votre avis sur la conception. C'est-à-dire que beaucoup de généraux sont en train de démissionner. Le Shabak, pour l'instant, aucun départ. Pas le responsable du commandement sud du Shabak était responsable du 7 octobre. Pas non plus le chef du Shabak lui-même. Où en est-on ? Malheureusement, il est très difficile de continuer à fonctionner et à l'emporter sur le terrorisme, alors que ce sont les mêmes personnes qui avaient une autre conception et qui sont ceux qui essaient de continuer à nous diriger vers une victoire dans cette guerre. C'est en fait une vraie question très épineuse et je suis étonné que des choses plus claires n'aient été faites à ce propos. La démission du Ramatkal et du chef d'état-major était nécessaire. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour le reste de sa carrière, mais c'est bien qu'il ait pris ses responsabilités sur cet échec cuisant du 7 octobre. Merci beaucoup Maurice Hirsch d'avoir été avec nous et je salue aussi l'interprétation de vos propos par Gisèle Abazon. Merci à vous. Alors on vient de le voir à l'instant, Maurice Hirsch, ancien membre du parquet militaire de Judée-Samarie, celui qui a envoyé finalement les terroristes les plus chevronnés en prison, eh bien, disait à l'instant qu'il y avait un problème de conception. Le problème de conception, il est là aussi également, c'est que depuis des années, eh bien, il y a la même conception, c'est-à-dire que le Hamas va commettre des attentats, ils vont être arrêtés, être envoyés en prison, et au final, peut-être des civils ou des soldats vont être kidnappés justement pour servir de monnaie d'échange. Quelles ont été les grandes vagues de libération de terroristes dans l'histoire de ces 30-40 dernières années ? Chani Guidalia, et on en parle juste après avec notre invité. Otages contre prisonniers, des accords qui ont toujours occupé une place centrale dans l'histoire d'Israël. En mai 1985, Israël échange 1150 prisonniers palestiniens contre 3 soldats israéliens capturés pendant la guerre du Liban par le FPLP Commandement Général, dirigé par Ahmed Djibril. Cet accord marque un tournant. De nombreux prisonniers libérés reprennent le chemin du terrorisme et certains forment la base de la direction de la première intifada en 1987. En octobre 2011, après 5 ans de captivité à Gaza sous le Hamas, Gilad Shalit rentre enfin chez lui. 1027 prisonniers palestiniens sont remis en liberté, dont Yarka Sinwar. 82% d'entre eux sont restés actifs, selon le Shabak. Novembre 2023, un premier accord est conclu après des semaines de négociations. Il permet la libération de 105 des 251 otages, principalement des femmes et des enfants, en échange de la remise en liberté de 240 terroristes palestiniens. Un accord qui redonne espoir aux familles des otages restants, mais soulève des questions sur les concessions faites au Hamas. Le cessez-le-feu est de courte durée et il faut attendre plus d'1 an pour voir de nouvelles libérations. Au mois de janvier 2024, Israël parvient à conclure un accord où 33 otages doivent être libérés, dont certains ne sont plus en vie. En échange, Israël s'engage à libérer plus de 1000 terroristes, dont certains condamnés à perpétuité. Effectivement, Chani, on rappelle quand même qu'au cours de la première vague de libération en novembre dernier, le problème s'est posé effectivement de la libération des terroristes. Et là, effectivement, dans cet accord-ci, il va y avoir des terroristes ayant énormément, pardonnez l'expression, du sang sur les mains. Oui, et on parle quand même de plus de 1000 terroristes qui vont être libérés de la prison Ofer, qui vont retourner. D'ailleurs, on avait vu, parmi les 90 terroristes qui ont déjà été libérés, il y en a 12 qui sont retournés, qui étaient originaires de Jérusalem-Est et qui sont retournés là-bas. Là, on pourrait s'attendre justement à des attentats par ce qu'on appelle des loups solitaires, mais en réalité, c'est des véritables bombes à retardement. Et il est là le problème, justement, parce que avec ces otages qui servent, on va dire, de monnaie d'échange, eh bien, Israël permet la libération, on va dire, de personnes qui ont du sang sur les mains. Il y a les terroristes, les assassins de la famille Fogel à Itamar,
qui ont été libérés ou qui vont être libérés, vous me corrigez si je me trompe. Qui pourraient être libérés. Qui pourraient être libérés, on se rappelle. De même que l'assassin de Uri Ansbacher. Uri Ansbacher. Si vous pouvez rappeler peut-être les faits à l'époque. Uri Ansbacher, c'était il y a quelques années. Elle avait été, si je me souviens bien, elle se promenait, elle avait été tout d'abord... À Jérusalem, dans une forêt, oui. Exactement, dans une forêt à Jérusalem. Elle avait d'abord été violée, ensuite assassinée, et on se rappelle que son terroriste, pendant son procès, d'une façon véritablement glaciale, a dit « Oui, je lui ai fait tout ce qu'un arabe pouvait vouloir faire à une jeune fille juive ». C'est des propos qui étaient glaçants, et quand on pense que ces terroristes vont être mis en liberté, il n'y a pas de mots. Merci Chani, restez avec nous bien évidemment. On rappelle donc, la prochaine vague de libération, c'est ce samedi. C'est ce samedi. C'est ce samedi, avec plusieurs otages qui vont être libérés. Encore une fois, 30 prisonniers palestiniens terroristes qui seront libérés pour chaque civil et 50 pour chaque femme soldate. La question est véritablement, donc une vie n'est pas égale à une vie. Ni pour le Hamas, ni pour ceux qui appellent justement à ce type de vague de libération. Merci Chani, restez avec nous bien évidemment. On revient à la principale actualité de la région et de ces dernières heures. C'est que s'est-il passé véritablement à Tel Aviv? Comment véritablement ce terroriste a pu passer entre les mailles du filet? J'ai pu moi-même m'entretenir tout au long de la journée avec des responsables sécuritaires et il ressort finalement qu'il n'y avait pas d'informations concrètes concernant son passif. Il ne présentait pas donc de signes avant-coureurs permettant aux autorités israéliennes et surtout au Shabak de l'arrêter et d'empêcher véritablement son entrée. On parle d'un Américain, d'un résident américain d'origine marocaine qui avait posté effectivement, reposté un commentaire sur le fait que selon lui, eh bien Tsahal affamait les enfants à Gaza. Est-ce qu'il s'agissait véritablement d'une cause pour l'empêcher de rentrer en Israël? C'est justement la question que s'est posée Loïc Stesser-Chocron. Regardez. Couteau à la main, ce terroriste tente de tuer des Israéliens attablés au restaurant. Très vite, c'est la panique. Un vétéran de Tsahal qui a combattu récemment dans la bande de Gaza et qui a perdu une main tente de l'arrêter. Il est légèrement touché. Le terroriste sera neutralisé quelques instants plus tard par une garde frontière en civil. 4 personnes sont blessées, dont une grièvement. L'attentat a eu lieu dans la rue très fréquentée de Nahalat Benyamin, en plein cœur de Tel Aviv. Le terroriste a été identifié comme étant de nationalité marocaine, Kadi Abdelaziz, 29 ans. Il était titulaire d'une carte de résident permanent américain. Le voici qui entre dans une pizzeria 3 heures avant qu'il ne passe à l'acte. L'homme est entré en Israël le 18 janvier dernier. Interrogé sur les raisons de son arrivée dans le pays, ses réponses restent vagues. Il est ensuite transféré au Shin Bet pour interrogatoire qui l'autorise à entrer sur le territoire israélien. L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête. Je félicite et apprécie les inspecteurs des frontières de l'autorité de la population et de l'immigration qui ont identifié en temps réel et cherché à empêcher l'entrée du terroriste de l'attaque en Israël. Ils l'ont remis pour interrogatoire aux responsables de la sécurité qui ont malheureusement décidé de l'autoriser à entrer en Israël. J'appelle le directeur du Shin Bet, Ronan Bar, à enquêter sur ce grave incident et à en tirer les leçons dès que possible. Les rares déclarations du terroriste sur les réseaux sociaux interrogent. Il a notamment accusé Israël de famine dans le nord de la bande de Gaza, a partagé une vidéo faisant l'éloge de l'islam ainsi qu'une photo d'un autre terroriste éliminé à Naplouse. Et tout cela dans un contexte bien évidemment tendu au moment où Tsahal, le Shabak, les gardes frontières et toutes sortes d'unités spéciales sont en train d'opérer actuellement à Jenin et de lancer ce que l'on appelle l'opération mur de fer. Bien évidemment, le terme n'est pas choisi par hasard. Rappelle aussi glaive de fer, l'opération qui s'était déroulée à Gaza. Et cela fait écho également à la phrase du ministre de la Défense Israël Katz qui disait finalement aux terroristes, si vous voulez Gaza en Judée-Samarie, eh bien vous aurez Gaza en Judée-Samarie. C'est la fin de cette édition de Défense. Restez avec nous connectés sur i24 News. L'information continue.